Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Depuis longtemps, nous luttons sur le front des Amériques et nous tombons comme Toussaint Louverture, Delcrès, Macandal. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les poings de Mohamed Ali et avec la gloire du roi Christophe. Paroles et musique d'Emeline Michel, chanteuse d'origine haïtienne. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. L'édition d'aujourd'hui sera spéciale car elle sera consacrée entièrement à l'analyse d'une série de 4 articles publiés la semaine dernière par le New York Times et dont un article a été repris par le journal français Le Monde. C'est une série d'articles qui a paru au terme d'une année de recherche journalistique et après une année de recherche, les auteurs mettent le doigt, tenez-vous bien sûr, les raisons de l'instabilité politique d'Haïti, sur les raisons de l'appauvrissement d'Haïti. Ce qu'il y a à retenir dans cette série d'articles-là, c'est qu'on nous rappelle que ce qu'on appelle la pauvreté haïtienne n'est pas une pauvreté naturelle, c'est une pauvreté artificielle. C'est une pauvreté mise en place, entretenue, conçue par les Américains et les Français. Pourquoi dis-je c'est une pauvreté artificielle? C'est parce que ce qu'on appelle pauvreté haïtienne enrichit au fait la France, ce qu'on appelle misère haïtienne enrichit au fait les États-Unis. Même si on parle d'Haïti dans cette série d'articles, vous, mes frères africains, vous, mes sœurs africaines, en m'écoutant, vous découvrirez que c'est le même paradigme qui est mis en place dans vos pays d'Afrique par les mêmes puissances coloniales, par les mêmes puissances esclavagistes d'autrefois, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'Empire britannique, c'est-à-dire, de plus en plus aujourd'hui, les États-Unis. Si je consacre l'émission d'aujourd'hui à cette série d'articles parus la semaine dernière sur Haïti dans le New York Times, c'est parce qu'il y a 7 grandes leçons à retenir
dans cette série d'articles-là, cette leçon qui, si nous les retenons comme il faut, pourront nous aider à nous sortir des griffes des Américains et de la France, s'agissant d'Haïti, des griffes de la France, s'agissant des pays d'Afrique. Je vous veux complètement éveillé. Aujourd'hui, nous allons nous dire les vraies affaires. Pour cela, offrez-vous une tasse de thé, une tasse de café, chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Welcome pour l'information de la communauté haïtienne. Bienvenue ici. Welcome here. Avant la pause, on s'était promis de parler de cette série d'articles du New York Times sur Haïti, articles qui ont paru à compter du 20 mai dernier. Nous verrons donc les leçons à retenir, car il y a 7 leçons fondamentales à retenir de cette série d'articles. Mais avant de parler de ces leçons, il nous faut nous poser 2 questions fondamentales. Quand on fait l'exégèse d'un article dans un journal aussi prestigieux que le New York Times, dans un journal aussi prestigieux que Le Monde, il faut commencer par se poser 2 questions. Le framing, dans quel cadre ces articles-là ont paru, et le timing. Pourquoi ils sont publiés maintenant? Bon, il y avait un prétexte immédiat, on était dans le contexte de l'anniversaire du drapeau haïtien le 18 mai dernier, mais ça ne suffit pas parce que ce n'est pas la première fois que les Haïtiens fêtent l'anniversaire de leur drapeau. Et un journal aussi prestigieux que le New York Times, l'un des journaux les plus prestigieux des États-Unis, eh bien, ils n'ont jamais consacré autant d'articles à Haïti, sauf lorsqu'il y a tremblement de terre ou catastrophe naturelle. Là, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas, n'est-ce pas, d'épidémie, il n'y a pas de pandémie chez nous. Le New York Times décide de parler d'Haïti en des termes qui, pour une fois, ne nous font pas mal paraître. Si vous prenez le temps de lire ces articles-là, vous verrez que ce sont les États-Unis qui paraissent mal, mais c'est surtout la France qui paraît mal au terme de ces 4 articles-là. Ça, c'est le cadre. Mais il y a le timing. Pourquoi maintenant? Pour comprendre pourquoi maintenant le New York Times décide de publier cette série d'articles, nous devons faire de la géopolitique internationale. Nous devons retourner sur le front de la guerre en Ukraine. Nos ancêtres Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines disaient que l'avenir de notre pays, et on pourrait paraphraser, l'avenir de nos pays d'Afrique, l'avenir de nos pays d'afro-descendants, se trouve dans les contradictions entre les grandes puissances. Autant de Toussaint Louverture, autant de Jean-Jacques Dessalines, on parlait des contradictions entre la France et l'Espagne d'une part, entre la France et l'Empire britannique d'autre part, entre la France et les États-Unis d'autre part, entre les États-Unis et l'Empire britannique. Donc nous devons faire notre place, n'est-ce pas, dans les contradictions entre les grandes puissances. Eh bien, cette série d'articles s'explique aussi par les contradictions qui existent en ce moment en géopolitique internationale sur le front de la guerre ukrainienne entre les États-Unis et la France. Je voudrais saluer mon bon ami qui travaille pour l'un des journaux les plus prestigieux des États-Unis, mon ami Kérol Lundi, qui m'a justement ouvert les yeux sur ce timing-là. Que se passe-t-il? C'est que contrairement à ce que les États-Unis nous disent, contrairement à ce que les pays de l'OTAN cherchent à nous faire croire, à savoir qu'ils constituent un front uni contre la Russie, c'est faux. C'est que les services secrets américains découvrent que Emmanuel Macron négocie en cachette avec Vladimir Poutine pour donner à ce dernier ce qu'il réclame. Que veut Vladimir Poutine? Il veut la scission, n'est-ce pas? Il veut la sécession
de l'Ukraine. Il veut une partie du territoire de l'Ukraine actuelle, de manière à avoir un accès direct à la mer Noire. Question de protéger son territoire contre les bases militaires des pays de l'OTAN. Les États-Unis ne veulent rien savoir de cela car ils font le calcul suivant. Plus la guerre dure, pensent les stratèges de Biden, plus faible sera la Russie. D'autant que Biden, n'est-ce pas, appréhende des résultats catastrophiques aux élections de mi-mandat du mois de novembre. Donc, il ne veut rien céder pour l'instant, du moins à Vladimir Poutine. Question de protéger ce qu'il est en mesure de protéger lors des élections de mi-mandat qui s'en viennent rapidement au mois de novembre. Donc pour Biden, si la guerre dure au-delà du mois de novembre, il pourra toujours se targuer lors, n'est-ce pas, des campagnes de mi-mandat qui s'en viennent. Il pourra toujours se targuer, n'est-ce pas, de tenir tête vis-à-vis de Vladimir Poutine et de construire un front commun contre lui. Vous rêvez. Vous rêvez de transformer votre maison, votre salon, votre chambre à coucher, votre cuisine en un espace hors de l'ordinaire? Ne rêvez plus. Rendez-vous à Meubles en Gros, au 6200 Henri Bourassa Est à Montréal. L'endroit où tous vos rêves prennent vie. Pour un temps limité, si vous nous écrivez à l'adresse qui apparaît à l'écran, nous vous communiquerons un code promotionnel secret grâce auquel vous obtiendrez 5% de réduction sur tous les meubles et matelas en magasin. Et sur présentation du même code, vous aurez droit à un cadeau personnalisé en magasin. Chut, ne le dites à personne. Bonne chance. Certaines conditions s'appliquent. Sauf que, rendez-moi fou ou sage, vous conviendrez avec moi que cette guerre se trouve en Europe et non en Amérique. Et donc, les sanctions économiques qui sont mises en place sous la pression des Américains par les pays membres de l'OTAN, ces sanctions-là, tout le monde le dit maintenant et le reconnaît, font plus mal aux pays de l'Europe qu'aux Russes. Au fait, l'économie russe ne souffre pas encore des sanctions mises en place par les pays de l'OTAN. Les pays qui écopent de ces sanctions-là, ce sont par effet de boomerang les pays qui les ont mises en place. Et donc, les Européens, la France en tête, n'ont pas donc les mêmes intérêts que les Américains. Que veulent les pays européens? Mais ils veulent mettre un terme rapide, n'est-ce pas, à cette guerre. Que veut la France? La France veut mettre un terme rapide, n'est-ce pas, à cette guerre pour qu'on recommence à faire de la business, n'est-ce pas, comme autrefois, car des compagnies françaises, je le dis, surtout des compagnies pétrolières françaises, ont investi au cours des 5 dernières années littéralement des milliards en Russie. Et s'il n'y a pas une paix durable entre les pays de l'OTAN et les Russes, n'est-ce pas? Eh bien, ces milliards qui sont investis par les compagnies pétrolières françaises en Russie, n'est-ce pas, risquent tout simplement de disparaître. Et Macron subit ces pressions-là de la part de ces hommes et femmes d'affaires. Et donc, il négocie en cachette avec Vladimir Poutine pour lui donner ce qu'il réclame. Et en même temps, il fait pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il donne à Poutine ce qu'il veut. Et Emmanuel Macron disposait jusque-là d'une arme de négociation terrible parce que la femme de Volodymyr Zelensky est allée accoucher en France. Quand votre épouse et votre enfant se trouvent, n'est-ce pas, sur un territoire étranger, vous reconnaîtrez avec moi que ce pays-là dispose, n'est-ce pas, d'un moyen de pression subtil pour vous amener à accepter ce qu'il veut, ce pays-là, que vous acceptiez. Et donc, tandis que les pays de l'OTAN affichent pour l'apparence, n'est-ce pas, une unité, la France négocie en cachette. Et les États-Unis ne veulent pas cela. Si vous ne vous connaissez pas, n'est-ce pas, en relations internationales, vous risquez d'être étonné du fait que la France négocie en cachette avec la Russie, tandis qu'elle continue d'afficher une unité avec les États-Unis. Mais ce n'est pas la première fois que ces choses-là se déroulent. Au fait, entre la France et les États-Unis, il y a toujours une relation d'amour-haine, il y a toujours une relation, n'est-ce pas, de méfiance. Cela a commencé au moins à la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ne voulaient pas du tout d'un Charles de Gaulle comme président.
Les États-Unis ne voulaient pas du tout, n'est-ce pas, que la France détienne l'arme nucléaire et la France a dû se battre toute seule pour devenir, n'est-ce pas, une puissance nucléaire. Et donc, il y a toujours ce rapport de méfiance entre la France et les États-Unis. La France cherche toujours, n'est-ce pas, à espionner les Américains et à se démarquer, n'est-ce pas, de l'influence américaine, tandis que les États-Unis espionnent toujours la France pour savoir ce qu'elle négocie, n'est-ce pas, en cachette. Et donc, cette série d'articles-là, qui a paru dans le New York Times, journal prestigieux, mais journal très proche des démocrates, n'est-ce pas, paraît à un moment où les États-Unis veulent ébranler la France et veulent que la France recule dans ses négociations avec la Russie. Vous me direz, mais en quoi une série d'articles parus dans le New York Times risque d'ébranler la France? Mais tout est là-dedans. Si vous prenez le temps de lire l'article qui nous rappelle ce qui s'est passé lorsque Jean-Bertrand Aristide, en avril 2003, a activé la question de la restitution de la rançon de l'indépendance. Quelle est cette rançon de l'indépendance? Un montant de 150 millions de francs, plus intérêts, imposé par le roi Charles X, n'est-ce pas, de la France, à Haïti en 1825, somme qui est évaluée aujourd'hui à près de 26 milliards d'euros, lorsque Jean-Bertrand Aristide a activé, n'est-ce pas, la question de la restitution de la rançon de l'indépendance, eh bien, la France a littéralement tremblé. Ces journalistes-là ont recueilli les propos de l'ambassadeur de la France d'alors. La France a littéralement tout fait pour éviter que cette question-là n'aille de l'avant, car que disait la France? Si Haïti nous réclame ce montant-là, chaque pays d'Afrique que nous avons colonisé serait en droit de nous réclamer autant de montants, sinon plus d'argent encore. Donc il nous faut étouffer cette affaire dans l'œuf. Or, que le New York Times décide de publier cette série d'articles maintenant, si cette série d'articles est relayée par des influenceurs francophones comme moi, des influenceurs, n'est-ce pas, africains, ou des influenceurs d'autres pays, n'est-ce pas, anciennement colonisés, ça va changer l'ordre mondial. Et donc, dans cette série d'articles, oui, on fait mal paraître les États-Unis un tout petit peu, parce que les États-Unis ont volé, n'est-ce pas, notre réserve d'or en 1914, mais la puissance qui paraît vraiment mal au terme de cette série de 4 articles, c'est la France. Et donc, il n'y a pas de hasard en analyse politique. Le timing est décidé pour une raison géopolitique. Et la raison pour laquelle le New York Times décide de publier cette série d'articles maintenant, c'est pour faire mal à la France, qui aujourd'hui déjà a des difficultés avec des pays africains comme le Mali, comme le Burkina Faso. Imaginez si cette question de la restitution, de la question de l'esclavage, n'est-ce pas, refait surface dans nos pays africains, dans nos pays antillais, dans nos pays, n'est-ce pas, dans notre pays d'Haïti, eh bien, la France risque de se retrouver dans l'eau chaude pendant longtemps. Et donc, le timing, c'est un timing qui est commandé par, n'est-ce pas, des hommes et des femmes du département d'État. Les grands journaux sont souvent une caisse de résonance des chancelleries. Et quand il s'agit du New York Times, avec une administration démocrate, il y a une telle fluidité, un tel rapprochement entre le New York Times et l'administration démocrate que quand une série d'articles paraît maintenant sur Haïti et qui fait mal paraître la France, il ne faut pas être naïf, c'est qu'il y a une commande politique quelque part. Tant mieux. Aussi longtemps que ces grandes puissances-là, n'est-ce pas, sont en contradiction les unes par rapport aux autres, c'est tant mieux pour nous, n'est-ce pas, les pays d'afro-descendants, car c'est dans les contradictions de ces grandes puissances que nous pourrons frayer nos propres chemins, disait Toussaint Louverture, disait Jean-Jacques Dessalines. On va donc voir dans un premier temps quel est le paradigme qui est mise en place par la France et les États-Unis pour créer de l'instabilité politique en Haïti, pour créer de la pauvreté, ce qu'on appelle l'appauvrissement, la misère humaine. Et c'est ce même paradigme-là qui est mis en place par la France dans les pays africains.
Ne pensez pas qu'on change de paradigme, qu'on renouvelle les méthodes. Ce sont les mêmes foutues méthodes qu'on a mises en place depuis l'indépendance d'Haïti en 1804, depuis, n'est-ce pas, l'ère de la décolonisation dans les années 50. C'est ce même paradigme-là que la France et les États-Unis suivent, car cela leur permet de s'enrichir aux dépens de nos ressources à nous. Non seulement je vais vous dire rapidement de quoi il s'agit dans ces articles-là, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons voir les leçons à retenir de cette série d'articles. Et dans un troisième temps, que faire pour aller chercher ce que la France, ce que les États-Unis nous ont volé. Rien de moins. Vous voulez augmenter vos revenus d'environ 350 $ par jour? Vous avez un permis de conduire, une voiture, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous habitez au Québec. Bravo! Vous venez de satisfaire à toutes les conditions pour travailler chez LeaseTaxi. De nouveaux revenus en toute autonomie, selon vos disponibilités et votre propre emploi du temps. Un nouveau style de vie, tout en faisant de l'argent. Envoyez votre CV au courriel qui apparaît à l'écran et bienvenue chez LeaseTaxi. Bonne chance. Alors commençons par suivre la méthode de cette série d'articles qui a d'abord montré la responsabilité des États-Unis dans ce qu'on appelle l'instabilité politique d'Haïti et dans l'appauvrissement d'Haïti. Ce que nous devons nous rappeler, c'est que dès l'indépendance d'Haïti en 1804, les États-Unis, 2 ans plus tard, en 1806, avaient pris la décision d'annexer Haïti. Ils ne pouvaient pas se permettre, pour des raisons internes, que juste à côté de leur territoire se trouve un pays de nègres qui se prend pour une république indépendante, mais habitée par des nègres, tandis que eux, les Américains, ils ont des nègres esclaves chez eux. Et ils se disaient, mais quel exemple cela va-t-il envoyer à nos esclaves nègres à nous lorsqu'ils entendront dire qu'à côté de chez eux, il y a une république nègre, il y a une république, n'est-ce pas, habitée, formée, n'est-ce pas, par une population majoritairement nègre et qui vit en toute liberté. Alors pour éviter ce mauvais exemple-là, les États-Unis ont pris la décision d'annexer Haïti. Ils ne l'ont pas annexé dans les faits, mais ils ont tout fait pour tuer cette république. Ils ont tout fait pour détruire les effets de l'indépendance d'Haïti. Les États-Unis ont toujours été actifs dans l'instabilité politique d'Haïti, des présidents qui sont renversés et dont, n'est-ce pas, les opposants sont armés par les Américains. Et de guerre lasse, les Américains ont dit, écoutez, ce pays-là est une nuisance publique. Pour y apporter la civilisation, pour y apporter de l'ordre, nous n'aurons pas le choix que de l'occuper. Mais ça, c'est le discours officiel. La vérité, c'est que les États-Unis ont toujours été actifs dans l'instabilité politique. Les États-Unis ont toujours été actifs dans l'appauvrissement d'Haïti. Le premier article est intéressant en ce qu'il rappelle comment les États-Unis ont fini par céder aux financiers américains qui ont fait pression justement sur les politiciens en leur demandant d'envahir Haïti pour mettre la main sur les richesses d'Haïti. Nous devons nous rappeler qu'en 1913, n'est-ce pas, les États-Unis ont créé ce qu'on appelle la Banque fédérale américaine. Et l'un des rôles de la Banque fédérale américaine, c'est justement de sécuriser le dollar américain. Et comment a-t-elle choisi cette Banque fédérale de sécuriser le dollar américain? C'est en accumulant, si vous voulez, des lingots d'or qui sont la garantie de la circulation du dollar. Et donc, nous sommes en 1914, la Banque fédérale a été créée en 1913, les Américains recherchaient de l'or, ils recherchaient, n'est-ce pas, des lingots d'or partout où ils pouvaient en trouver.
Or, il arrive justement que des banquiers américains étaient présents dans les structures de la banque haïtienne et ils étaient au courant, n'est-ce pas, de la valeur de notre réserve en or. Et donc, c'est un banquier de ce qui allait devenir aujourd'hui, n'est-ce pas, la Citibank, qui faisait pression sur le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, qui faisait pression sur le ministre de la Défense américain pour qu'ils envahissent Haïti. Et de fait, l'occupation d'Haïti par les Américains commencera en juillet 1915, mais dès décembre 1914, à la demande d'un banquier américain, 8 soldats, 8 militaires américains sont descendus de leur bateau, ils se sont rendus tout droit vers la banque haïtienne, ils ont mis la main sur la réserve d'or de la banque haïtienne, des boîtes chargées de lingots d'or, bilan 500 000 $ américains en 1914 en lingots d'or ont été volés par des militaires américains et remis aux banquiers de la Citibank. Ils vont nous occuper quelques mois plus tard, à compter de juillet 1915, mais depuis ce temps, et même avant, les États-Unis ont gardé le contrôle de la finance publique haïtienne. Ils ont gardé le contrôle, n'est-ce pas, des politiques financières d'Haïti. Et en plus, ils ont le contrôle de tout ce qui s'appelle élection dans notre pays, car ils n'ont jamais permis aux Haïtiens d'élire qui ils veulent. Ils choisissent pour les Haïtiens, à l'exception de la notable, n'est-ce pas, exception de 90, lorsque Jean-Bertrand Aristide a été porté au pouvoir. Et nous savons qu'il lui est arrivé à Jean-Bertrand Aristide, il a subi 3 coups d'État et au terme du 3e coup d'État, on l'a tout simplement exilé en Afrique du Sud. Donc les États-Unis, nous révèle cet article, sont responsables de l'instabilité politique d'Haïti. Ils sont responsables de l'appauvrissement d'Haïti car ils disent « nous allons contrôler leurs finances, nous allons contrôler leur politique de telle sorte que leurs ressources puissent nous enrichir, nous les Américains, tandis que ce peuple-là va patauger dans la misère, ce peuple-là va patauger dans la pauvreté. » Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. L'article rappelle ce qui s'est passé en 1914, mais l'histoire se répète depuis ce temps. Nous n'avons jamais récupéré nos lingots d'or qui ont été volés par les soldats américains au profit de la Citibank. Imaginez ce que ça vaut aujourd'hui en dollars d'aujourd'hui. Et les États-Unis ne nous laissent toujours pas le soin de mettre en place nos propres politiques, le soin de mettre en place, n'est-ce pas, nos propres chefs d'État, nos propres dirigeants. C'est l'ambassade américaine qui choisit nos dirigeants, qui choisit, n'est-ce pas, nos directeurs de police, qui choisit jusqu'au président du Conseil électoral provisoire. Donc, lorsque vous parlez d'instabilité politique, lorsque vous parlez de pauvreté haïtienne, rappelez-vous que ce sont des tactiques mises en place par les États-Unis et la France. Maintenant, regardons les responsabilités énormes de la France dans l'instabilité d'Haïti et dans l'appauvrissement d'Haïti. Lorsqu'Haïti a conquis son indépendance
au terme, n'est-ce pas, d'une guerre qui aura duré plus d'une dizaine d'années. Pensez que, n'est-ce pas, nos ancêtres ont commencé à se battre officiellement dès 1791 et ont vaincu définitivement l'armée française en novembre 1803 pour proclamer notre indépendance le 1er janvier 1804. La France était en ce moment-là l'une des plus grandes puissances esclavagistes, l'une des plus grandes puissances coloniales. Et elle n'a pas accepté le fait que ce qui fut alors la perle des Antilles, parce que l'économie française reposait sur les exploitations ou les exportations d'Haïti, la France va accepter de reconnaître la liberté ou l'indépendance politique d'Haïti, mais elle va enchaîner Haïti par une rançon de l'indépendance. En 1825, Charles X, n'est-ce pas, s'est assuré de nous entrer dans la gorge, n'est-ce pas, une dette de l'indépendance. Et elle ne l'a pas fait seulement en négociant, car Charles X a envoyé toute une armada de plusieurs bateaux avec des canons qui sont pointés, n'est-ce pas, sur la capitale haïtienne, exigeant ainsi aux politiciens haïtiens de signer cet accord. 150 millions de francs. Dans des conditions terribles, nous avons dû emprunter, n'est-ce pas, aux banquiers français pour pouvoir rembourser l'État français. Et aujourd'hui, ce montant que nous avons payé à la France pour qu'elle reconnaisse notre indépendance est évalué par les économistes français eux-mêmes à quelque chose comme 25 ou 26 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Sauf que cette affaire-là serait restée dans les archives de l'histoire, comme beaucoup d'autres choses importantes sont restées dans les archives poussiéreuses de l'histoire. Eh bien, elle serait restée dans les archives de l'histoire, n'était l'intervention du président Jean-Bertrand d'Aristide en avril 2003. Lorsque, lors d'une cérémonie officielle, en présence de diplomates étrangers, dont l'ambassadeur français d'alors, le président Jean-Bertrand Aristide a activé la question de la restitution de la dette de l'indépendance, de la rançon de l'indépendance que la France a siphonné des caisses haïtiennes. On a passé plus de 100 ans à payer, n'est-ce pas, ce montant. Ce qui a handicapé notre développement, ni plus ni moins. Cette réclamation a eu un tel effet dans la chancellerie française que la France, au dire même de l'ambassadeur français d'alors, selon les articles, n'est-ce pas, du New York Times, la France a tout fait. Elle s'est entendue avec les États-Unis, elle s'est entendue avec le Canada et d'autres pays de l'OEA pour renverser Jean-Bertrand Aristide de manière à tuer cette affaire de restitution dans l'œuf. Car que disait l'ambassadeur de la France à Port-au-Prince en ce moment-là? Si cette affaire-là, n'est-ce pas, connaît des suites, imaginons ce que la France va devoir rembourser aux pays d'Afrique. La France qui a esclavagisé, n'est-ce pas, des millions d'Africains. La France qui a colonisé, n'est-ce pas, des pays africains et qui aujourd'hui encore s'enrichit à même leurs ressources. On ne peut pas permettre, n'est-ce pas, à Jean-Bertrand Aristide de pousser sa logique jusqu'au bout. Ce que nous devons faire, c'est renverser Jean-Bertrand Aristide et mettre en place un gouvernement qui va effacer tout de suite cette affaire de demande de restitution de la rançon de l'indépendance. Ce que j'aime dans cette série d'articles-là, ce sont les propos des ambassadeurs de France, les propos des ambassadeurs des États-Unis, car ils ont tous paniqué devant cette demande de Jean-Bertrand Aristide. Et plus de 20 ans plus tard, ils ont la candeur de reconnaître que ce qui est reproduit dans ces articles-là, c'est la vérité. Nous avons paniqué, dit l'ambassadeur français, car si jamais Haïti venait à avoir gain de cause dans sa demande de 21 milliards d'euros d'alors, chaque pays africain que nous avons colonisé, chaque pays africain que nous avons réduit en esclavage serait en mesure de nous réclamer autant, sinon plus de montant. Nous devons tuer cette affaire dans l'œuf. Voilà de quoi il s'agit dans cette série d'articles-là. Et de fait, comme vous le savez, Jean-Bertrand Aristide sera renversé lors d'un troisième coup d'État fomenté à la fois par le Canada, les États-Unis et la France.
Et l'une des premières décisions que le Premier ministre d'alors, Gérard Latortue, mise en place par la communauté internationale, lui qui arrivait de la Floride, n'est-ce pas, comme un cheveu sur la soupe, l'une des premières décisions qu'il a prises, c'était de se rendre à l'Élysée et lors d'un point de presse en présence du président français Jacques Chirac d'alors, il a présenté des excuses officielles d'Haïti au peuple français pour des remarques troublantes lancé par son prédécesseur, le président Jean-Bertrand Aristide. Vous entendez ça? C'est pas la France qui a présenté des excuses au peuple haïtien, c'est Gérard Latortue, mis en place par la France, les États-Unis et le Canada, qui dans le parterre, n'est-ce pas, de l'Élysée, a présenté des excuses officielles d'Haïti au peuple français pour des remarques troublantes du président Jean-Bertrand Aristide lorsqu'il a réclamé la restitution de la dette de l'indépendance. Nous avons un certain nombre de leçons à tirer de cette affaire. Je vais vous les présenter en 7 points. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. La première leçon à retenir de cette série d'articles sur Haïti, paru dans le New York Times, c'est que quand on vous parle d'instabilité politique, quand on vous parle de ces pays de Noirs qui sont instables, de ces pays d'afro-descendants qui sont pauvres, là, ça c'est la pointe de l'iceberg, c'est le récit officiel. Derrière ces instabilités, derrière ces appauvrissements, derrière ces misères humaines qu'on retrouve dans nos pays d'afro-descendants, il y a toujours la main des puissances coloniales. Ici, la main des États-Unis. Ici, la main de la France. Chez vous, en Afrique, la main de la France sûrement. Donc, les instabilités politiques, ces guerres civiles, ces guerres entre gangs armés, la misère humaine, le chômage, n'est-ce pas? Ce sont des fabrications humaines. C'est une pauvreté artificielle conçue, mise en place par ces puissances coloniales, de telle sorte que nos ressources nous échappent. Donc quand vous voyez un gouvernement, n'est-ce pas, un renversement de gouvernement, quand vous voyez tel groupe armé renverser tel président, ou bien tel parti du pays, n'est-ce pas, se battre contre tel autre parti, reconnaissez, première leçon, que la main de ces puissances coloniales n'est jamais loin. Deuxième leçon, ce sont nos richesses, au fait, qui enrichissent les pays occidentaux. Que serait la France sans les richesses de l'Afrique? Que serait la France et les États-Unis sans les ressources qu'ils nous ont volées et sans, n'est-ce pas, nos 150 millions de francs évalués aujourd'hui, n'est-ce pas, à plus de 27 milliards d'euros? Donc ce qu'on appelle pays pauvres, au fait, sont des pays appauvris. Ce qu'on appelle misère humaine, ce n'est pas une, si vous voulez, un phénomène naturel, c'est une misère qui est mise en place, entretenue par les pays occidentaux, de manière à ce qu'ils restent riches et que nous restions pauvres. Donc quand des pays comme la France, quand des pays comme les États-Unis semblent, n'est-ce pas, nous faire la charité, semblent nous donner de l'aumône, en fait c'est du bluff, car c'est nos richesses à nous qui les ont enrichis, ce sont nos ressources à nous qu'ils ont volées et qui font en sorte qu'aujourd'hui, ils sont en mesure de se targuer d'être des pays riches. Troisième leçon, ces pays-là ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Ce que j'ai aimé dans probablement le troisième article du New York Times, c'est le séisme que la réclamation du président Jean-Bertrand Aristide a provoqué dans la chancellerie française. Ce que j'aime dans cet article, c'est comment, n'est-ce pas, sous une apparence stoïque, sous une apparence de banalisation, au fait, les puissances françaises, américaines, n'est-ce pas, ont ébranlé lorsque Jean-Bertrand Aristide, n'est-ce pas, a activé
la question de la restitution de la dette de l'indépendance. Et là, ça, ce n'est qu'une partie de ce que la France nous doit. Les 26 milliards d'euros que la France nous doit ne concernent que le montant que nous avons payé au roi Charles X lorsqu'il nous a envoyé, n'est-ce pas, des bateaux de guerre pour nous menacer, n'est-ce pas, de nous détruire, à moins que nous n'acceptions de payer ce montant que nous avons emprunté dans les banques françaises, banques qui existent aujourd'hui encore. Mais lorsque nous allons faire des réclamations à la France, nous allons lui réclamer des montants pour nos ancêtres qui ont été kidnappés, n'est-ce pas, en Afrique, qui ont travaillé pour eux, n'est-ce pas, sans jamais recevoir un sou d'eux. Nous allons réclamer cela. À combien, n'est-ce pas, évaluera-t-on ces sommes lorsque nous dirons oui, mais ces 26 milliards ne concernent que ce que nous avons payé à Charles X. Maintenant, vous devez nous payer aussi pour la sueur de nos ancêtres, le sang de nos ancêtres. Et essayons d'imaginer de quoi la France va avoir l'air lorsque tous ces pays africains que la France a siphonnés, tous ces pays africains, n'est-ce pas, dont la France, n'est-ce pas, a esclavagisé la population, lorsque tous ces pays-là vont réclamer, n'est-ce pas, la restitution pour, n'est-ce pas, ces siècles d'esclavage. Donc je dis, troisième leçon, ces puissances-là ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'elles. Car le jour où nous nous mettrons debout pour leur réclamer ce qu'elles nous doivent, elles s'effondreront tout simplement, ni plus ni moins. Autre leçon à retenir de cette série d'articles-là, c'est la manière dont ces puissances-là s'y prennent pour créer de l'instabilité chez nous. Ça, c'est très intéressant et je voudrais que vous m'accordiez ici toute votre attention. Lorsque Jean-Bertrand Aristide, en avril 2003, a agité la question de la restitution de la dette de l'indépendance, la France a choisi de dépêcher officieusement un intellectuel du nom de Régis Debray, un philosophe, un auteur, un ancien haut fonctionnaire, n'est-ce pas, de l'État français. Et lui, il s'est promis, n'est-ce pas, pour régler la question, de réunir autour de lui un certain nombre d'intellectuels qui n'aimaient pas Jean-Bertrand Aristide, qui avaient, n'est-ce pas, à tort ou à raison, un certain nombre de choses, n'est-ce pas, à lui reprocher. Et tandis qu'on s'approchait de la célébration du bicentenaire de l'indépendance, eh bien, Régis Debray, n'est-ce pas, grâce au réseau de l'ambassade française à Port-au-Prince, va manœuvrer auprès des intellectuels haïtiens, va manœuvrer auprès de certains hommes et de femmes de médias haïtiens. Imaginez ce que serait si ces 184 et les autres, n'est-ce pas, se tenaient derrière le président Aristide, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, pour exiger que la France nous rembourse, n'est-ce pas, ces 27 milliards d'euros, que d'écoles n'aurions-nous pas construites, que d'hôpitaux n'aurions-nous pas édifiés. Oh, qu'il serait beau notre pays si la France nous rendait, n'est-ce pas, ces 27 milliards d'euros qu'elle nous a volés. Autre leçon que nous devons apprendre de cet article-là, c'est que cette demande de restitution, contrairement à ce que la France affichait pour l'apparence, ce n'est pas une demande farfelue. Si c'était une demande farfelue, la France n'aurait pas tout fait pour renverser le président Jean-Bertrand Aristide. Les propos, n'est-ce pas, exacts de l'ambassadeur de France sont les suivants. Si Haïti doit pousser jusqu'au bout cette demande-là, imaginez combien nous devons rembourser aux pays africains. Alors, nous devons tout faire pour que cette affaire meure dans l'œuf. Alors, vous l'avez en pleine gueule, monsieur l'ambassadeur, nous allons réactiver cette question. C'est ce que nous devons faire. Il nous faut réactiver cette question. Comment le faire? Le président Jean-Bertrand Aristide a été renversé, comme vous le savez, en 2004, grâce à un complot fomenté par le Canada. La fameuse rencontre initiative d'Ottawa sur Haïti, qui a eu lieu, n'est-ce pas, au lac Meech.
mise en place par un haut fonctionnaire du Premier ministre Jean Chrétien, je pense, qui s'appelle Paradis. Eh bien, précisément parce que Jean-Bertrand Aristide a de l'expérience dans cette affaire, j'invite le président Jean-Bertrand Aristide, je sais qu'il nous écoute, et je vais faire en sorte, n'est-ce pas, de lui envoyer personnellement l'émission d'aujourd'hui. J'invite Jean-Bertrand Aristide, dans une adresse à la nation haïtienne, à réactiver cette question. Nous ne pouvons pas compter sur des guignols comme Ariel Henry, comme nous ne pouvions compter sur un guignol comme Gérard Latortue, des gens qui sont placés là par la communauté internationale pour les intérêts de la communauté internationale. Mais imaginons seulement si, dans une adresse à la nation, le président Jean-Bertrand Aristide, n'est-ce pas, qui n'est pas un homme parfait, comme personne ne l'est, tendait la main à ses opposants d'autrefois. Le groupe des 184, ses opposants d'autrefois, les intellectuels du collectif non, pour leur dire, écoutez, vous vous êtes trompés, comme moi je me suis trompé comme sur d'autres points, mais mettons-nous ensemble pour réclamer aux ennemis d'Haïti ce que ces ennemis-là nous ont volé, pour réclamer aux États-Unis l'équivalent de nos, n'est-ce pas, 500 000 $ volés en 1914, en dollars d'aujourd'hui. Imaginez si le président Aristide tendait la main à ses opposants d'autrefois pour les inviter à se mettre avec lui, pour réclamer à la France non seulement l'équivalent des 26 milliards d'euros seulement pour la rançon de l'indépendance, mais pour évaluer ce que la France nous doit pour avoir réduit en esclavage pendant plus de 2 siècles nos ancêtres. Imaginez, les amis, ce que ça va provoquer comme nouvel ordre mondial si ce mouvement parti d'Haïti, initié par Jean-Bertrand Aristide en 2003, serait réactivé par lui. Imaginez, n'est-ce pas, chaque pays africain, chaque pays antillais qui reviendrait, n'est-ce pas, sur la table à dessin pour dire, sur la base de ce que vous avez remis, n'est-ce pas, aux propriétaires d'esclaves, voici ce que vous nous devez, nous. Voilà pourquoi une telle question provoque de la panique dans les chancelleries. Voilà pourquoi j'ai l'obligation de vous en parler aujourd'hui et je vais continuer, n'est-ce pas, à inviter le président Jean-Bertrand Aristide. Je vais lui téléphoner personnellement pour l'inviter à tendre la main à ses opposants d'autrefois et pour devenir, si vous voulez, le porte-étendard de cette demande de restitution de ce que ces pays anciennement esclavagistes, de ce que ces pays anciennement colonialistes nous doivent. Nous devons exploiter ces articles-là et les pousser, n'est-ce pas, jusqu'à leur ultime conclusion. Puisqu'il est établi que la France nous a volé, n'est-ce pas, l'équivalent de 26 milliards d'euros en nous envoyant, n'est-ce pas, une armada de plusieurs bateaux avec plus de 500 canons pointés vers notre capitale. Alors, mon cher Dany, il ne s'agissait pas de négociation, il s'agit tout simplement de dictat. J'implore le président Jean-Bertrand Aristide, j'enjoins le président Jean-Bertrand Aristide, je l'exhorte le président Jean-Bertrand Aristide à marcher sur son orgueil, à marcher sur ses blessures, à faire une adresse à la nation, à justement tendre la main à ses opposants d'hier, qu'il réactive la question de la restitution de la dette de l'indépendance. Il en a la stature, il en a l'expérience, il en a la crédibilité et nous n'allons plus laisser nos ennemis nous faire croire que c'est une demande farfelue car ces articles-là nous ont ouvert les yeux sur la panique qu'une telle demande a provoquée dans les chancelleries haïtiennes. Mes chers amis, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris par les États-Unis. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris par la France. Mes chers amis, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, portés naturellement vers l'instabilité politique. L'instabilité politique, elle est artificielle, elle est conçue et mise en place par les États-Unis et la France pour nous empêcher de nous unir. Maintenant que moi, je comprends cela, maintenant que je réalise à quel point j'étais victime de ce que Antonio Gramsci appelle justement la subversion des esprits, je ne me laisserai plus manipuler par un étranger
Je ne me laisserai plus manipuler par une ambassade. Je ne me laisserai plus inviter par un ambassadeur quelconque pour venir parler de mon pays. Dès qu'il y a une rencontre qui, n'est-ce pas, qui concerne Haïti, et qu'on me dit que cette rencontre-là, n'est-ce pas, a été initiée par un ambassadeur, ou bien qu'on me dit qu'à cette rencontre-là seront présents aussi des diplomates étrangers, je dis non, parce que les diplomates étrangers ne sont pas les amis d'Haïti, ils sont au contraire les ennemis d'Haïti. Pensez au corps groupe. Les amis, nous avons des leçons à prendre. Nous avons des leçons, n'est-ce pas, à tirer de cette série d'articles-là. L'une des leçons majeures, c'est que l'ennemi a peur de notre unité. Et si on nous imaginait seulement si l'Union africaine embarquait dans cette demande de restitution. Imaginons seulement si le président Jean-Bertrand Aristide, n'est-ce pas, prenait son bâton de pèlerin et réactiverait cette question de restitution à travers les différentes capitales des pays africains. Le monde tremblerait. Car comme je l'ai dit la semaine dernière, quand l'Afrique va se réveiller, quand les pays d'afro-descendants vont se réveiller, ça va faire mal. Les pays occidentaux se sont enrichis aux dépens de nos ressources. Il est venu le temps de leur réclamer ce qu'ils nous doivent. Ce n'est pas une faveur. Il nous faut mettre sur pied les structures nécessaires pour que la France et les États-Unis nous rendent ce qu'ils nous doivent. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui vous a fait réfléchir. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Vous l'aurez remarqué sur ma page ce matin, sur la page de l'émission se trouve un lien dans lequel nous réclamons votre signature pour une pétition qui va demander aux États-Unis de rendre à Haïti ce qu'ils nous ont volé en 1914. Signez cette pétition, c'est un outil de pression pour ce qui s'en vient. Merci, bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.